tous, merci d'être venus ici à notre 5e formation chez EAVS. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est sur le LED. Et donc je suis Vivien Cayette, directeur de la division LED, et c'est moi qui vais vous parler des écrans LED. Alors c'est une formation de niveau 1, hein, peut-être que certaines personnes sauront déjà ce que je vais dire, mais on est parti du principe qu'on va faire plusieurs formations et que c'est donc de niveau 1. Donc on va parler des bases notamment, les écrans LED, ce que c'est, et comprendre le vocabulaire, etc. Donc différentes technologies des écrans aujourd'hui et hier, donc les écrans LCD, OLED chez LG notamment, et les écrans LED, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui. LCD pour Liquid Crystal Display, donc ce sont des cristaux liquides RGB, donc rouge, vert et bleu. Et ces cristaux liquides sont très très transparents et donc ils ont besoin d'un rétroéclairage pour être vus par l'œil humain et de ne pas confondre. Je parle de ça parce qu'on confond souvent les écrans rétroéclairage LED et les écrans LED. Aujourd'hui, vous tapez écran LED sur Google, il va vous sortir des télévisions qui seront rétroéclairage LED et non pas des écrans LED qui nous intéressent aujourd'hui. Donc on voit la petite LED blanche là sur le côté, c'est qu'en fait en gros voilà le rétroéclairage qui avant était par tube néon, qu'on appelait ça le CCFL, est aujourd'hui la lumière est faite par des petites LED, donc on va gagner en taille, en épaisseur d'écran, etc. Et aussi effectivement en économie d'énergie puisque la LED consomme beaucoup. Donc voilà, ne pas confondre écran LED et écran LCD à rétroéclairage LED. OLED, donc technologie inventée par nos amis d'LG, enfin au moins industrialisée par LG. Donc OLED pour Organic Light Emitting Diode. Physiquement, ce ne sont plus des LED, ce sont des couches de plusieurs composants organiques qui produisent elles-mêmes leur lumière. Donc là, on n'a plus besoin de rétroéclairage puisque chaque pixel produit lui-même sa lumière. Donc on va gagner en épaisseur, notamment on a tous peut-être plus ou moins vu les écrans LG qui se mettent au mur, on dirait c'est parfois même moins épais qu'un cadre, qu'un tableau. C'est vraiment très fin et ils arrivent même maintenant aussi à en faire des écrans souples qui s'enroulent autour d'eux. Le gros avantage du OLED, c'est que pour faire du noir, c'est éteint. Les LED s'éteignent et c'est vraiment noir. Quand on parle d'écran LCD à rétroéclairage LED ou rétroéclairage CCFL, le souci c'est qu'il y a toujours un rétroéclairage présent et que pour faire du noir, on va venir cacher ce rétroéclairage, mais on le voit toujours un petit peu, ça passe toujours un petit peu et de ce fait, les noirs sont plutôt gris et c'est là qu'on parle de noir profond avec le OLED. Et donc la technologie LED, ce qui nous intéresse aujourd'hui pour Light Emitting Diode, où là on va avoir chaque LED de couleur qui va générer elle-même sa lumière et donc avec des combinaisons RGB pour faire toutes les couleurs d'un écran. Alors encore une fois, je vous le redis, on va vraiment parler des bases. Donc composition d'un écran avec un petit peu de vocabulaire, un écran LED de plusieurs briques LED qui s'assemblent entre elles sans limite. Je dirais sans limite, la limite ça va être la taille du mur et la taille de votre porte-monnaie. Mais effectivement, on est capable d'en mettre énormément. Après, il va falloir plus ou moins de couleurs pour pouvoir contrôler tout ça, mais voilà, j'ai envie de dire, il n'y a aucune limite. Alors, on appelle ces briques des cabinettes. Il peut y avoir plusieurs dimensions possibles selon les modèles et les fabricants. Ici, en haut à droite, vous avez un modèle de chez Wilmin en 500 par 1000. Donc, on a 0,5 mètres de largeur sur 1 mètre de hauteur. Chaque cabinette est composée de tuiles LED. Alors, tuiles LED, c'est un peu la francisation du terme module. Donc, ces tuiles LED vont venir remplir la surface. Plusieurs dimensions possibles, toujours pareil. Ici on a donc pareil un cabinet Uslim de chez Unilumin où on va avoir des modules 250 par 250 mm. Ici on en voit un sur la photo de gauche qui est démonté
Et donc, on peut comprendre qu'il y a sur un cabinet de 500 par 1000, 8 modules de 250 par 250. Sur chaque module, vous allez avoir des LED. Donc selon la taille du pitch, vous en aurez plus ou moins. Et donc ces LED sont séparés par un masque. Le masque, c'est ce que vous voyez à droite. La photo avec le doigt, c'est un genre de grillage, une petite grille qui va venir remplir les espaces entre chaque LED. Chaque cabinet contient une électronique à l'arrière, composée d'une alimentation et d'une carte de réception. Les petits connecteurs noirs que vous voyez vont être connectés à chaque module. On compte 8 connecteurs pour 8 modules. Et cette carte de réception va être pilotée par un contrôleur via RJ45. Le contrôleur, c'est ce que vous voyez en bas, c'est le premier modèle de chez Novastar. On va rentrer un petit peu dans la LED elle-même. Donc LED en français, c'est DEL, DEL, et sinon ça s'appelle des diodes. La technologie DIP, c'est ce qu'on voit, donc la photo en haut à gauche avec les 3 couleurs. C'est vraiment la diode. Alors moi personnellement j'ai 45 ans, 44 pardon. Quand j'étais à l'école, je soudais ce type de LED là. Aujourd'hui les LED, elles ont un peu évolué. On arrive à minimiser la taille des LED. Et leur puissance, etc., etc. Mais donc voilà, la technologie DIP pour Dual Inline Package, c'est cette petite LED-là physique qu'on vient souder. Et c'est les premiers murs LED qui ont été sortis, et notamment beaucoup pour l'extérieur. On avait des grosses LED comme ça. Aujourd'hui, on parle de SMD pour Surface Mounting Device. C'est qu'effectivement, avec la miniaturisation, on arrive à avoir des LED qui sont plates. Et après, donc selon les technologies, donc on va avoir du 4 en 1 ou du COB. Le 4 en 1, c'est pas mal utilisé pour les petites tailles de pitch, notamment à partir de 1,2 vers 0,9, où on va on va encapsuler 4 RGB dans un seul composant. L'intérêt principal de cette technologie, c'est qu'à produire en usine, c'est beaucoup plus facile. À maintenir, donc quand on doit changer une LED, c'est-à-dire un groupe de 4 LED, c'est beaucoup plus facile. Et aussi, ce qui va être important, c'est qu'on n'aura plus de masques. C'est-à-dire qu'elles sont tellement rapprochées les unes aux autres qu'on n'aura plus besoin de rajouter un masque pour les séparer entre elles. Et donc, ce qui fait que la surface, je parle juste de la surface physique de l'écran va être beaucoup plus uniforme et beaucoup plus lisse. Une autre technologie qui arrive aussi, c'est le COB, donc Chip on Board. En tout cas, c'est encore plus facile à produire, puisque là, c'est carrément la LED qui va être soudée directement au PCB, donc à la carte de circuit imprimé. Et effectivement, quand on est en COB ou même en 4 en 1, le fait que les LED soient très très proches et que la surface soit très très lisse, on va gagner en visibilité, en angle de visualisation. Donc COB, ne pas confondre avec GOB, qui est pour Glue on Board, qui est surtout utilisé pour les produits type outdoor, donc extérieur, étanche. Le principal intérêt, c'est que ça va être on va lier avec de la glu chaque LED entre elles. Et donc voilà, on va gagner en étanchéité. Le petit défaut du GOB, ça va être pour la maintenance. Pour changer une LED, il va falloir enlever toute la glu d'un module pour pouvoir changer une LED. Alors, les masques, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. J'en parle ici parce que ça va être important pour le contraste, pour l'expérience visuelle. Donc, je vous remets ce que c'est qu'un masque. Et ensuite, on va avoir différents types de LED, donc toujours en SMD. La full black, la black et la white. Plus la LED va être grosse et plus la LED va être blanche, meilleure sera la luminosité. C'est-à-dire qu'on va atteindre des luminosités assez hautes avec une LED blanche. Quand on parle de full black, donc ça va être la LED, elle est physiquement noire, c'est-à-dire que l'écran éteint, l'écran sera plus noir que gris.
Celle qui est intermédiaire, c'est la black, c'est qu'on va avoir un contour de la LED qui va être noir. Donc ça va améliorer le contraste par rapport à une blanche. Mais la LED reste blanche, on va pouvoir avoir une luminosité assez importante. Et donc, c'est donc important, donc cette couleur de LED, puisque pour faire du noir, en fait, l'écran LED, il va éteindre ses LED. Et donc, l'expérience visuelle, ça va être la LED éteinte. Elle sera full black, on va avoir un vrai noir profond, un peu comme le OLED. Quand elle sera black ou white, eh bien, on va avoir une impression de gris, pas vraiment noir. Et donc, forcément, le taux de contraste sera moins important. Et le rendu visuel moins sympathique à visualiser, mais en tout état de cause, écran allumé avec de la couleur, avec une belle luminosité, il vaut mieux partir sur du white, notamment pour l'extérieur. Et c'est pour ça que je reparle des masques aujourd'hui, enfin, sur ce slide-là, c'est que quand vous faites du noir et que les LED sont noirs, la couleur du masque est importante également, puisque c'est finalement ce qu'il va y avoir entre chaque LED. Donc quand vous êtes full black avec un masque vraiment bien noir, le noir va être sympa, vraiment joli, donc profond. Alors que si vous avez un masque qui est un peu gris en pratique, forcément, les noirs seront un petit peu moins noirs, pardon. Donc voilà, c'est ce que je vous dis à la fin, c'est que on va comparer des LED white et des LED full black, un petit peu comme si on comparait un écran LCD à rétroéclairage qui va faire du noir un peu gris, contrairement à un OLED qui, pour faire du noir, va vraiment éteindre ses LED et les noirs seront vraiment très profonds. Alors là, physiquement, excusez-moi, physiquement, comment on assemble les écrans entre eux. Ici, encore un exemple, c'est de l'Illumin U-Slim. Vous avez donc sur chaque côté des écrans, des connecteurs vraiment très costauds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'en demanderai pas à ma femme d'en démonter un. J'y arriverai peut-être pas, parce que c'est vraiment costaud. Donc vous en avez deux sur le côté et un en haut. Donc on dit que chaque cabinet va être assemblé au cabinet qui le touche, donc en haut, sur les côtés et en bas, par ce type de système-là, qui sont des systèmes vraiment costauds et vraiment solides. En gros, aujourd'hui, comme on voit en bas à gauche, vous allez assembler vos écrans entre eux. Physiquement, ça va former un écran entier qui va être solidarisé, qui va être solide. Après, la seule chose que vous avez à faire, c'est de le maintenir au mur, mais en toute état de cause, c'est pas comme un mur d'image LCD où il va falloir des supports vraiment adaptés au mur d'image avec des réglages très fins pour vraiment faire un alignement propre. Ici, l'alignement, il se fait entre chaque cabinet et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment avec force. Donc une fois que c'est assemblé, ça bouge plus et c'est vraiment aligné pile poil. Donc une fois que vous avez assemblé vos cabinets, vous allez les câbler. Le câblage, il faut donc le câbler en RJ45 du contrôleur au premier cabinet et après on va chaîner chaque cabinet entre eux. Donc on rentre sur celui qui est en bas à gauche par exemple et puis on va chaîner sur celui de droite puis après on va remonter, etc. Les lignes, l'alimentation, selon la puissance et selon la puissance des lignes et selon la puissance demandée par chaque cabinet, il va falloir effectivement alléger les lignes. Et puis là, dans cet exemple, j'ai mis 3 lignes différentes pour trois lignes de cabinet. Et ça, encore une fois, c'est la puissance du cabinet qui va commander et la puissance de votre ligne. Donc on câble en alimentation, on chaîne une ligne par ligne. On câble en RJ45, on va chaîner tout l'écran en RJ45. Et on a un player qui envoie au contrôleur la vidéo et le contrôleur va dispatcher sur les écrans. Une fois que le câblage est fait, on va avec l'aide d'un PC brancher en USB sur le contrôleur. On va télécharger le logiciel Nova LCT qui est gratuit. Alors, il n'y a pas que Nova qui existe, mais dans 90% des cas, on utilisera du Nova, c'est ce que tout le monde connaît, c'est ce qui est le plus utilisé. Vous avez d'autres marques comme Colorlight ou autres. On a même aussi des fabricants qui produisent eux-mêmes leur soft et eux-mêmes leur contrôleur. Mais voilà, dans 90% des cas,
voire même plus, ça va être du Novastar. Donc le logiciel Novastar est téléchargé, est installé sur le PC, et on va dire un petit peu à l'image d'un mur d'image classique LCD, où il faut rentrer dans chaque écran, lui dire tu fais partie d'un mur de 3 par 3, toi tu es celui qui est en haut à gauche, etc., etc., etc. Là, on va dire au contrôleur, voilà, tu rentres dans un cabinet en bas à gauche qui fait temps par temps, et après, le chaînage se fait de cette façon-là. Donc là, j'y viens. Donc le nombre de colonnes, le nombre de lignes. Donc on va venir dire, là, dans mon exemple, j'y retourne, c'était un 4 par 3. Donc là, on va lui dire que c'est un 4 par 3. Donc voilà, on va avoir notre 4 par 3. On va lui dire que c'est la ligne RJ45 numéro 1 du contrôleur, parce qu'on peut en avoir 1, 2, 3, 4 selon le contrôleur, et selon les besoins et la taille d'écran. On va lui dire que chaque cabinet fait 192 par 84 dans cet exemple. Et après, on va venir chaîner, lui dire, voilà, moi je suis rentré en bas à gauche, et mon dernier écran, c'est celui qui est en haut à droite. Alors, tout à l'heure, j'y reviens ici, on était vu de derrière, c'est-à-dire qu'on est rentré par l'arrière, donc quand on regarde l'arrière par celui qui est en bas à gauche. Par contre, sur le logiciel, ça va être l'inverse. C'est qu'on dit, on va chaîner par devant. Donc effectivement, celui qui était en bas à gauche devient celui qui est en bas à droite. Et attention, quand on fait ce chaînage-là, donc on a le sens des tests, tout va bien, il y a S et E, donc S pour start et E pour end, et non pas E pour entrer et S pour sortie. Donc effectivement, moi la première fois, je me suis fait avoir. On va vérifier que chaque cabinet est bien en 192 par 324, ce qu'on a indiqué tout à l'heure. Et si tout est OK, que le chaînage est OK, on va envoyer cette configuration au contrôleur. Et le contrôleur va assigner chaque écran et vous allez avoir une découpage qui va être partie. Alors, il y a différentes catégories de LED. Donc, on va parler d'installation fixe, d'installation rental et d'installation sportive. L'installation fixe, donc, comme son nom l'indique, c'est que vous installez l'écran, il reste sur place, on n'en parle plus. Et dans ce type d'installation, vous allez avoir du indoor, du outdoor, du semi-outdoor. Je sais pas tout à l'heure. Le rental, pareil, le rental, c'est pour l'événementiel, c'est souvent des écrans montés et démontés dans la journée, voire sur 2-3 jours. On va avoir du indoor et du outdoor, pas de semi-outdoor parce que pour faire du semi-outdoor, ils prendront leur stock de outdoor, alors rental. Pour le sport, ça va être vraiment des produits spécifiques au sport, notamment on voit tout à fait à droite deux images, donc une image de bord de terrain que tout le monde connaît, hein, on va voir dans l'image de foot avec les publicités qui passent. Les petites particularités de ces écrans-là, ça va être qu'ils sont sur pied, hein, on voit qu'il y a un petit pied sur la photo à l'arrière. On va avoir une sorte de bumper sur le haut en mousse pour éviter que les joueurs se blessent sur l'écran. Et aussi, sur la LED, vous allez avoir un masque, mais qui est un masque épais, qui vient vraiment protéger la LED. Donc, il dépasse un peu. Il dépasse un peu, d'une part, quand on va envoyer un coup de ballon dessus, que ce soit pas la LED qui traîne, mais le masque. Et d'autre part, toujours pareil, pour éviter les blessures des joueurs. L'avantage, c'est que c'est très solide. Le désavantage, c'est que ça va être l'angle de vision. C'est-à-dire que c'est des écrans qui sont faits pour être vus de face. Parce qu'effectivement, à cause de ces petits rebords du masque, forcément, quand vous mettez sur le côté de l'écran, vous allez voir plus le masque que les LED. En rental, donc c'est la photo à gauche. Donc rental qui va démonter, remonter très facilement, et surtout par une seule personne. Ici, on voit les fixations qui sont rental avec la poignée orange. La poignée orange, c'est ma main gauche, si je suis gaucher, enfin si je suis droitier, pardon, ma main gauche va tenir le cabinet, et avec la main droite, je vais venir accrocher les écrans avec un système d'accroche très facile. Parce que ça, vous pouvez le faire avec du rental, des produits spécifiques rental, mais vous ne pouvez pas le faire notamment avec du muscle qu'on a en haut à droite, parce que d'une part, c'est un peu plus lourd, et les systèmes sont pas faits pour être accrochés facilement, il vous faudra être deux, alors que sur le rental, une seule personne peut assembler un mur sans problème. Alors, on va parler de pitch et donc les applications indoor, semi-outdoor et outdoor, pardon.
pitch, c'est la dimension en millimètres entre chaque LED. Plus le pitch est petit, plus la LED est petite forcément. Donc plus la LED va être petite, plus on aura de LED par écran, par cabinet, pardon, et meilleure sera la résolution, puisque une LED égale un pixel. Donc plus on en met, plus on a de résolution correcte. Plus la LED va être petite, moins elle sera lumineuse. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, si vous prenez un pitch de 10, donc c'est 10 mm la LED, forcément, vous allez pouvoir avoir des luminosités très très fortes jusqu'à 10 mm. Et croyez-moi que 10 mm, ça ne se compare pas avec des écrans LCD. 10 minutes, on va dire qu'un écran LCD, ça serait avec 15 minutes. Vraiment, la puissance de la LED, elle est mesurée sur la LED. Alors que la puissance d'un écran LCD, on va mesurer le blanc. Et le blanc, c'est quand le filtre passe la vidéo, le filtre est vierge. Donc dès que vous allez mettre de la vidéo avec la rétroéclairage sur l'écran LCD, la luminosité va être affaiblie par ce filtre vidéo. Donc voilà, donc plus la LED est grosse, plus elle va être puissante. Plus elle est petite, forcément, moins elle le sera. On aura une meilleure résolution, mais en luminosité, on va simplifier, c'est simple. Aujourd'hui, on arrive presque à faire de la mini LED à 0,2 ou à 0,5, mais le problème, c'est qu'on ne fait pas la limite. Un petit peu à l'image d'un processeur sur un PC, on est capable de les faire tourner à 10 GHz aujourd'hui, mais le problème, c'est qu'il faut faire voilà, on est limité par, par la luminosité de chaque LED. Voilà. Donc on arrive à minimiser. Plus ça va, plus on minimise. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on est limité par la luminosité. Donc ça, c'était pour le pitch. Un produit indoor est fait forcément pour l'intérieur. Il ne sera pas étanche. Bon. Et il y aura une faible luminosité puisqu'on n'a pas besoin d'une forte luminosité pour se retrouver en intérieur. Plus la LED est puissante et plus c'est cher. Un produit semi-outdoor, on parle de semi-outdoor quand on va monter un petit peu cette puissance-là. Et l'utilisation, ça va être soit un haut d'accueil très très lumineux, soit pour de la vitrine tout simplement. Les produits outdoor, c'est forcément des produits qui sont très lumineux, puisqu'ils sont en outdoor, mais même sans le soleil, la luminosité du jour fait qu'on a besoin d'une très forte luminosité pour que ce soit vraiment bien visible. Si en plus on a le soleil qui tape dessus, forcément, il va nous falloir diminuer. La chose importante quand on commande le choix d'un modèle d'écran LED, ça va être la maintenance. Je peux accéder à mon écran par l'arrière, est-ce que je peux y accéder que par l'avant? Je prends un exemple concret, c'est d'un écran sur un mur, on va y accéder que par l'avant, ou alors on a beaucoup d'espace, il va falloir réserver un espace pour la taille d'un homme qui puisse passer derrière et y accéder, c'est pas toujours possible, notamment sur une façade d'écran une façade d'un bâtiment, c'est quand même plus facile d'y accéder par devant que par derrière. Et donc la maintenance avant ou arrière, donc là on voit par exemple sur le groupe de 3 photos, là où le monsieur met sa petite main, c'est qu'on a par l'avant à certains endroits des déclenchements du mécanisme pour enlever un module. Donc lui, il me montre que normalement il sera petit, bien entendu. C'est pas avec le doigt en appuyant que ça se monte. Donc on va venir déclencher un mécanisme qui va déclipser le module et on va pouvoir là y accéder par l'avant, le débrancher et le changer. La dernière photo de ce groupe de 3, on voit que par l'arrière, on va pouvoir forcément accéder plus facilement au mécanisme et donc à la main le déclencher. Et pour le démonter, vous voyez qu'il faut le mettre en diagonale, puisqu'il va passer en diagonale et on va le retirer par là. La photo juste à côté où on voit l'intérieur d'une électronique. Donc forcément, là on a un coffre qui est ouvert à l'arrière. Changer d'alimentation, ça va être facile. On accède facilement par l'arrière pour changer d'alimentation. Et quand on fait une maintenance par l'avant, c'est à peu près le même système, parce qu'il va falloir démonter chaque module pour vraiment accéder à l'intérieur, au milieu de l'écran, pour changer l'alimentation ou ce qui est l'électronique à l'intérieur. Les maintenances donc sont un petit peu différentes, notamment en rental, puisque le but ici en rental, c'est
des écrans qui fonctionnent sur 1, 2 ou 3 jours sur des événements, et on a besoin d'une très grande réactivité pour changer un produit qui marche pas, ou une panne qui peut arriver au cours d'un événement. Ici, on voit que toute l'électronique, donc sur la photo en bas à droite, toute l'électronique va pouvoir être changée en un seul bloc. C'est-à-dire que plutôt que d'ouvrir, de changer une alimentation avec son tournevis, on va venir swapper tout le bloc, l'alimentation, la carte de réception, etc. Pour changer un module, ça ne change pas, on va pouvoir changer le module comme sur les autres. Alors, différents types de LED, on va dire un petit peu des marchés un peu niches. On va avoir les LED transparents et les LED flexibles notamment. Alors, les flexibles, c'est simple, on arrive à avoir des modules qui sont complètement simples, comme tu l'as fait en bas à gauche. Et donc, pour faire des habillages de photos notamment, pour faire des choses un petit peu design, on va utiliser ce type de LED-là. Et généralement, ce type de LED-là, toute l'électronique est déportée. En fait, il n'y avait que des câbles qui viennent jusqu'au module. Et tout ce qui est alimentation, carte de réception, etc., tout ça, c'est déporté. Donc, ce qui permet effectivement d'être complètement souple et d'être vraiment créatif sur votre lumière LED. Après, on va parler des LED transparents, qui est beaucoup utilisé en Asie, en Amérique latine, etc. Très peu en France parce qu'on a une législation qui nous empêche de faire ce qu'on veut avec la pollution visuelle, ils appellent ça. Donc, comme on peut le voir en haut à droite, vous avez dans ces pays-là où la législation est beaucoup moins contraignante que la nôtre, beaucoup de bâtiments avec équipés d'écrans LED transparents qui, d'une part, vont laisser passer la lumière et d'autre part, vous permettre de faire des créations assez sympas puisque, comme on peut voir juste en bas avec Jaguar, vous allez pouvoir continuer à montrer votre vitrine et en même temps afficher du contenu sur la vitrine pour les laissant voir ce que vous avez à montrer derrière. La petite particularité de ces écrans-là, c'est qu'il faut faire une création spécifique, c'est-à-dire que autour du logo Jaguar, on a un transparent. Comme dans beaucoup de cas, notre chien c'est dynamique, et déjà quand vous mettez un écran portrait, alors que le contenu paysage, ça pose quelques petits soucis. Effectivement, là, il faudra vraiment un contenu adéquat. Sinon, si vous mettez un contenu classique, toutes les LED vont être allumées et l'intérêt du transparent, il n'y en aura plus puisqu'on va cacher ce qui est derrière, parce que chaque LED va être à l'intérêt, c'est de pouvoir mettre un contenu et que toutes les autres LED soient éteintes pour qu'on puisse voir derrière. Voilà. Alors, je n'ai pas vu s'il y avait eu des petites questions ou pas. En tous les cas, personnellement, j'ai fini. Charles, est-ce que tu veux m'aider et prendre un petit peu la main ? Écoute, je pense que tu as tout dit. Est-ce que certaines personnes ont des questions sur le défilé de ta présentation, sur des points techniques? J'ai pas l'impression. En tout cas, moi, je vois pas d'informations. Est-ce que quelqu'un veut réagir? N'hésitez pas. Les budgets. Parler des budgets, Vivian. Tu peux parler un peu des budgets ou C'est rare. En privé, oui, privé peut-être. Donnez-moi le vôtre, je vais voir ce que je peux vous vendre, monsieur. Non, en gros, les budgets, ça va dépendre du pitch, ça va dépendre de la taille de l'écran. On parlerait généralement de prix au mètre carré. Je vais vous donner un exemple, allez, comme ça, bateau. Sans l'électronique à côté, le prix au mètre carré d'un 2.6 que j'ai en stock, c'est quand même une taille de pitch assez intéressante. En indoor 1100 DA, on va parler de 2600 € environ au mètre carré, quoi. Mike, autre question. Tu vois les chats là, Vivien? Pourriez-vous parler de budget? Bonjour. Courant fuite. Peut-être un peu plus de détails sur la question, sur courant fuite. Qu'est-ce qu'il entend par courant fuite, c'est ça? Ouais, je sais pas là. Sinon, le pitch des LED transparent, c'est comme les autres. Hein. On va avoir plusieurs tailles de pitch. Par contre là, sur le transparent, c'est un peu différent puisqu'il y a
il y a des écarts qui sont très importants, justement, pour que ce soit transparent. Donc voilà, ça va dépendre des fabricants, ça va dépendre des tailles de pitch, etc. Donc après, moi, vous avez mes coordonnées, je vous les redonnerai peut-être, on fera un emailing avec mes coordonnées. Moi, je vous invite à me rappeler et qu'on discute sur chaque sujet vraiment qui vous intéresse. Et voilà, parce qu'encore une fois, donc AVS, on est grossiste importateur de solutions audiovisuelles. Dans ces solutions, on a du LED. Dans le LED, on va avoir effectivement notre partenaire qui est Unilumine, mais aussi beaucoup d'autres partenaires, parce qu'on s'aperçoit très rapidement qu'on ne peut pas se garder un seul partenaire, qui notamment va, par exemple, je donne un exemple concret, chez Unilumine, vous n'avez pas de flexible. Nous, on a besoin de pouvoir répondre à tous nos clients sur chaque projet. Donc, on va dire que le transparent, ça va être tel ou tel fabricant. L'indoor, on va travailler plus facilement avec Unilumine. L'outdoor, on préférera une autre marque, etc., etc. Donc, aujourd'hui, on sait travailler on a identifié, qualifié, en gros, 5 fabricants pour pouvoir répondre globalement à toutes les demandes. On pose une question sur le logiciel Novastar. Ouais. Alors, Novastar est totalement indépendant des solutions et des marques. Oui, complètement. Sachant que le logiciel Novastar, il vient paramétrer le contrôleur Novastar. Et le contrôleur Novastar, effectivement, va venir, lui, en RJ45, chaîner n'importe quelle marque d'écran, puisque dans chaque cabinet, on a une carte de réception. Cette carte de réception est également Novastar. Quelles sont les limites techniques de ce type d'installation, Stéphane? Alors, les limites techniques de ce type d'installation, lesquelles, Stéphane? Peut-être mettre le micro de Stéphane, je sais pas. Alors, bouge pas. Stéphane, il est où? Stéphane Dautry. Oui, Stéphane, j'ai activé ton micro. C'est gentil, merci messieurs. Oui, je voulais... Vous m'entendez? Ouais. Oui, c'est bon. Ok. Oui, je voulais savoir un petit peu quelles étaient les limites techniques en fait d'installation de ce type d'affichage. Tu parles de tout le LED? Comment? Tu parles du LED en général? Oui, bah, ce type de mur d'image, en fait, est-ce qu'il y a des limitations techniques en termes, je sais pas, d'hygrométrie, de physique, en fait? Est-ce qu'il y a en fonction des environnements, est-ce qu'il y a des limitations pour utiliser ce type de technologie? Encore une fois, tu vas avoir des écrans qui vont être faits pour être en intérieur, donc avec des limites techniques faibles, c'est-à-dire que ça va pas être ça va être IP30 et pas IP55, etc. Donc pas étanche du tout. Et tu vas avoir après les écrans outdoor qui eux vont être faits pour être sous la pluie, etc. avec des IP à 65 ou IP à 55. D'accord. Donc après les limites, tu sais, moi je suis un petit peu vieux, bon, pas tant que ça, mais quand j'ai commencé ma carrière, on parlait de produits tropicalisés pour tel ou tel marché. Aujourd'hui, tu sais bien, toi, chez Philips, notamment, chaque écran, il est pour chaque pays. Il n'y a plus de produits spécifiques tropicalisés. Maintenant, tous les produits sont tropicalisés et donc ils sont faits pour aller sur toute la Terre par -20 jusqu'à +40. Donc là, on est en l'électronique, c'est pareil. Par contre, effectivement, si c'est de l'outdoor, on va prendre un produit outdoor qui sera étanche, etc., etc. Mais il n'y a pas de limite plus qu'un autre produit, en fait. Dans les formes ou choses comme ça, il n'y a pas de limite, en fait. Dans les formes, on peut donner non plus. Après, encore une fois, c'est selon le fabricant, selon le modèle, où tu vas avoir certains fabricants qui, pour l'outdoor, vont faire que du IP55. Et t'en as qui feront IP55 et qui proposeront une option IP65, notamment pour le marché de l'Afrique, quand on est en bord de mer, où on nous demande vraiment des spécifications IP qui sont assez élevées. Et là, effectivement, on est capable de faire finalement du produit standard, le transformer en IP68 sur mesure. D'accord. Okay. Très bien. Merci. Charles? Il est parti, Charles.
On en est où? Le pitch transparent. Toc, 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 toc. Bon, bah, les budgets, hein, voilà, c'est très compliqué. Courant fuite, Mike. Alors, Mike. Combien de dalles par... Encore une fois, c'est selon les modèles, ils vont consommer plus ou moins. Voilà, un standard, ça va consommer 240 watts en pic, 80 watts en fonctionnement. Quand je dis standard, c'est du indoor, donc c'est assez faible puissance. Après, il faut faire son calcul. Je crois que sur une prise 16 ampères, on va être capable d'en mettre 8-10. Après, il faudra changer de ligne. Puis être transparent, j'ai répondu plus ou moins. Langue de vision suivant les modèles, tu me rappelles, Réal, et on en discute. Mais encore une fois, voilà, il y a tellement de modèles, tellement de fabricants, tellement de langues de vision. On arrive aujourd'hui à des angles de vision qui sont quand même assez importants. Notamment, on va être à 160 degrés sans aucun problème. 168, je crois même. Après, selon la technologie, je parlais tout à l'heure de la technologie SMD 4 en 1. Avec le 4 en 1, les angles de vision sont vraiment améliorés et on arrive à avoir des choses très intéressantes. Alors, il y a Fabrice de Psylon qui demande à ce qu'on active son micro. Je vais activer votre micro. Attends, Fabrice. je vais juste répondre avant à Thomas Lamy. Un ordre d'idée du poids pour les cabinets indoor. Oui, je le sais exactement. On est à 13 kg par cabinet, donc 26 kg au mètre carré. Sachant que c'est un poids pour de l'indoor U-Slim qu'on a en stock, donc toujours pareil, ça va dépendre selon le modèle, le fabricant, etc. Mais 13 kg pour un cabinet donc de 0,5 mètre carré, c'est plutôt pas mal. On a des choses bien plus lourdes qui existent. Oui, donc Fabrice pour le micro. Oui, ça y est, j'ai ouvert ce micro à Fabrice de chez Epsilon. Fabrice, vous pouvez parler? Ah, ça marche pas. C'est votre micro qui n'a pas été activé. Oui, vous m'entendez ou pas? Ouais. Ah voilà. Bon. Merci. Moi, j'ai une question parce que je rencontre des soucis sur les salons avec les murs LED. C'est-à-dire, par exemple, sur Cannes, ils ont un projet de limiter les tailles de murs pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils ne sont pas M1. Et donc, ils demandent aux loueurs de leur rendre des PV de conformité en norme M1 parce qu'en fait, les décorateurs, pour eux, c'est un manque à gagner parce qu'on leur impose de construire des murs en norme M1 avec du bois M1 alors que les murs LED ne le sont pas. Et donc, quand on arrive sur des tailles de murs, sur des stands qui font des 10 par 4, je parle en mètres, hein, bien sûr, là, du coup, par rapport aux normes de sécurité, tout faux. Donc, savoir, est-ce que toutes les marques sont capables déjà de donner des PV de conformité et jusqu'à quelles normes ils vont? J'ai pas ça en tête, mais par contre, effectivement, encore une fois, je vous invite à me recontacter et qu'on puisse parler de ces sujets précis ensemble. La norme 1, effectivement, elle est connue sur l'événementiel. Voilà, il suffit de voir avec les fabricants et de leur demander jusqu'où ils vont et s'ils sont capables d'assurer ces normes-là avec des certificats, bien sûr. Mais vous avez ces infos-là, vous? Pardon? Vous avez ces informations, vous? Alors moi là comme ça je les ai pas parce que clairement on me l'a jamais demandé ou en tous les cas les produits rental ils sont faits pour ça, donc a priori s'ils vont rencontrer des problèmes c'est que les modèles que vous avez choisis ne le faites pas. Il suffit que je pose la question et je viens vers vous. Sites qui commencent c'est plutôt les sites d'exposition, certains sites d'exposition qui commencent à demander ça. D'accord. Ouais. Merci Fabrice. Ouais, c'est une question que je poserai. Ouais, c'est gentil. Vivien, tu réponds aux autres. Novastar programme du pointage sans contrôleur possible. Novastar, je comprends pas, Mike. Le recul pour Stéphane, ça dépend aussi du pitch. Hein. Tout est relatif. Enfin, je te laisse répondre.
Ouais, enfin, le recul, c'est on va respecter la taille du pitch, en gros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a un pitch 10, en dessous de 10 mètres, tu vas commencer à avoir les pixels, et ça va être moins agréable à l'œil nu. Donc voilà, pitch 10 égale 10 mètres. Pitch 2,6, voilà, en dessous de 2,6 mètres, ça va commencer à pas être terrible. Mike, j'ai activé votre micro si vous voulez parler, n'hésitez pas. Mike? Allô? Tu as répondu à toutes les questions, Vivien, c'est bon? Il y a Eric Millet ou 30 mA courbe COD, je comprends pas tout. Et puis Mike, effectivement, je comprends pas la question. Bon, après, encore une fois, on va envoyer un mail de remerciement à tous d'être présents là dans cette période un peu compliquée. Donc, c'est toujours sympa de pouvoir continuer à être là et à échanger avec vous. Et donc, on va vous faire un petit mail où vous aurez mes coordonnées et n'hésitez surtout pas, hein, je suis là pour ça. Sur tous les sujets. Alors, si j'ai pas la réponse, je ne suis pas une bible. Mais en tous les cas, je sais poser des questions aux fabricants et revenir vers vous assez rapidement avec vos réponses. Ok, Eric, si tu veux. Dis et ma question. Ici, Vincent Ruel. Ah, il est là. Quelle est la plus grosse demande? Quelle est la tendance? Pitch taille. En indoor, en outdoor, en semi-outdoor, en rental, en sport. Vincent Ruel. Aujourd'hui, on va dire en indoor, le marché il est sur du 2.6. Voilà. Donc ça, le pitch, le marché c'est du 2.6. En outdoor, enfin en rental, on était sur du 3.9. On va dire qu'aujourd'hui, 80% des gens ont du 3.9. Ils commencent à se rapprocher du 2.6, donc ils vont vendre leur 3.9 pour s'équiper en 2.6. En outdoor, après, il n'y a pas de tendance parce que l'outdoor, tu vas avoir de l'outdoor pour un écran de type 3x4 qui va être vu de très très loin. Donc le pitch, si tu veux, un pitch 10, ça ira très bien. Par contre, tu vas voir le bar qui a une terrasse et qui veut un petit écran, enfin un écran sympa déjà, genre 3 mètres par 2. Mais qui va être vu de beaucoup plus près, parce que c'est une terrasse avec des gens qui sont au bar, et notamment pour regarder un match de foot, où là, tu as besoin d'un peu plus de précision. Et là, on sera plutôt sur un pitch de 4-5. Mais voilà, il n'y a pas de grosse tendance sur l'extérieur. Dans le support, oui, Charles, je crois ah oui, d'accord, il a répondu, tout va bien. C'est pour tout le monde, hein. C'est là pour tout le monde. On va envoyer un mail de remerciement avec le PowerPoint qui sera disponible sur ce mail. Alors Gabriel pose une question et puis après on va peut-être arrêter parce que ça fait presque 1 heure, donc sauf s'il y a des questions encore pertinentes, n'hésitez pas. Gabriel, pour faire des cylindres. Oui, dans mon exemple sur le PowerPoint, d'ailleurs j'y suis dessus encore. On voit bien qu'il y a des, on peut les courber dans n'importe quel sens en fait. Généralement, ce type de module-là, vous avez des aimants un peu partout. Et en fait, vous faites une structure métallique et le module va venir se mettre dans le sens que vous voulez. Pour les prochaines formations, oui, ça démarre lundi. Lundi, c'est ça, à 14h30 avec Claude. Et ensuite, jeudi prochain aussi avec Vince et Taurus en Lightwear. Et vous aurez un mail qui va vous inviter, bien sûr, à ces prochaines formations. Merci à tous. Vivien, je te laisse le mot de la fin. Je l'ai plus ou moins fait tout à l'heure. Merci à tous d'être venus et de garder le lien avec le AVS.
dans ces temps un petit peu difficiles. Ça fait du bien en tous les cas. Et encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers moi par rapport à cette formation-là ou par rapport à des questions plus précises sur le LED. Merci bien. Allez, merci à tous. Au revoir.